Hey hey hey! Comment ça va par ici? Eh bien moi ça va pas mal du tout, car on attaque le dernier mois de l'année, bientôt les fêtes. Et en décembre, niveau Boostify, on n'est pas en reste. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que comme moi, tous les ans, c'est la même histoire. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger au dîner avec la famille? Qu'est-ce qu'on va faire à manger au Noël avec les copains? Quoi? C'est moi qui dois gérer le menu pour le nouvel an? Mais non maman, je t'avais dit le circuit Hot Wheels avec le dinosaure! Non, pardon, excusez-moi, ça n'a rien à voir. Bref, je vous propose d'imaginer ensemble un menu complet pour les fêtes de fin d'année. Amuse-bouche, entrée, plat, dessert. Vous n'êtes pas prêts. Ah, ça donne faim déjà, non? Ce deuxième menu de fête va vraiment... Ah bah oui, c'est déjà le deuxième. Si vous l'avez loupé, on a sorti le premier épisode de cette série la semaine dernière sous le thème Bistronomie. Vous pouvez le retrouver juste ici. Pour ce deuxième épisode, donc, nous avons décidé de réaliser un menu plus économique. Je n'aime pas trop ce mot car il est un peu subjectif, mais il permet de comprendre que l'on va faire des plats sans exploser son portefeuille. Ce que nous voulons surtout mettre en avant aujourd'hui, ce sont des idées faciles à mettre en œuvre pour une grande tablée. Et qui dit grande tablée, dit beaucoup de convives, donc pas mal de quantité, et ça peut donc vite grimper sur l'addition. Mais surtout, ça peut être très long à cuisiner. Nous allons donc faire des recettes que l'on peut préparer en avance sur des grands plats sans trop se prendre la tête. Mais vous me connaissez, on ne va pas faire les choses à moitié, on veut des recettes originales avec du goût qui soit canon sur la table et surtout que tous vos invités vous demandent la recette. Blini maison pour commencer, un œuf parfait à la crème de comté pour enchaîner, une ballotine de poulet et gratin dauphinois légendaire, et pour finir en beauté, un riz au lait crémeux et son petit coulis de caramel beurre salé. Alors je vous rassure, si vous n'êtes pas nombreux à table, le menu fonctionne très bien aussi. Et si vous voulez d'autres idées, vous n'allez pas être déçus, car en plus du premier menu déjà en ligne et de celui-ci, nous sortirons 2 menus supplémentaires. La semaine prochaine, un menu 100% végétarien ultra gourmand et convivial, Mont d'Or au four, betterave fumée et pas n'importe comment, vous n'êtes pas prêts, des magnifiques petites pâtes farcies et pour finir, une maxi tarte au citron meringuée. Et le dernier, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais son nom de code c'est Craquage. Ça vous donne une petite idée de la dinguerie qui se prépare. Avec tout ça, je ne peux que vous inviter à vous abonner pour ne pas louper ces 2 prochains épisodes et toutes les vidéos que l'on prépare pour la rentrée. Je continue rapidement l'instant auto-promo, mais j'ai glissé dans ces vidéos quelques recettes de mon livre de cuisine, le manuel du cuisinier amateur, sorti l'année dernière. Vous êtes tellement nombreux à m'envoyer vos réalisations, j'adore. Merci à tous pour vos retours, et pour ceux que cela intéresse, il est disponible absolument partout, chez votre libraire préféré, en grande surface, ou sur internet. Et je dis ça, je dis rien, mais il est à la taille idéale pour se glisser sous le sapin. Mais bref, assez bavardé, on se met en cuisine, ça part sur une ballotine. Haha, c'était un piège, on ne commence pas par la ballotine, mais par l'amuse-bouche. Bon, après on a fait le menu par ordre chronologique, mais organisez-vous comme vous le souhaitez. Si vous voulez préparer la ballotine la veille, c'est possible. Pour nos blinis, nous allons donc mélanger la farine, le yaourt grec, la levure chimique, le sel et l'huile d'olive. Pour un rendu encore plus moelleux et aérien, nous allons monter les blancs en neige. Donc on sépare minutieusement le blanc des jaunes et nous allons pouvoir mettre ces derniers directement dans l'appareil à blini. Et les blancs, nous pouvons les laisser dans la cuve du robot dans lequel nous allons les monter. Tous les ingrédients sont prêts, on va pouvoir mélanger tout ça. Je vous conseille de commencer avec une maryse, une cuillère ou une fourchette, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup moins salissant. Le but, c'est que la farine absorbe toute l'humidité. La pâte va être très collante, mais ne vous en faites pas. Pour les blancs, j'utilise mon robot, mais évidemment ça fonctionnera très bien à la main. Il vous faudra pas mal d'huile de coude, donc n'hésitez pas à demander à vos invités. Ils sont là pour ça aussi. Quand les blancs sont bien serrés, on va faire comme pour une mousse au chocolat. Nous allons sacrifier une première cuillerée de blanc en neige. Ça permettra à la préparation d'être beaucoup plus fluide, et donc que ce soit beaucoup plus facile d'incorporer le reste des blancs sans les casser. Avec une maryse ou une cuillère, on tourne délicatement pour incorporer toute cette jolie mousse. Il faut y aller délicatement, on ne veut pas briser les œufs, c'est grâce à eux qu'on aura une jolie texture mousseuse. Lorsque l'on obtient cette belle texture, on va pouvoir couvrir la préparation et la réserver au frais pendant une demi-heure. Une fois ce temps écoulé, on va pouvoir débarrasser la pâte à blinis dans une poche. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple pour la cuisson. Mais si vous n'avez pas de poche à douille sous la main, ne vous en faites pas, avec une cuillère ça fonctionnera très bien également. On verse un peu de matière grasse comme de l'huile de tournesol dans une poêle anti-adhésive. Et quand elle est bien chaude, on va pouvoir former nos blinis. Faites attention, ils risquent de s'étaler un peu à la cuisson, alors ne les faites pas trop gros.
Deuxième point de vigilance, ça va très vite. 1 minute de cuisson pour le premier côté et environ 30 à 45 secondes pour le second. Quand ils sont cuits et qu'on a une belle couleur, on peut les débarrasser. On les dresse ensuite encore tièdes dans une jolie assiette. On peut faire une petite quenelle de crème épaisse qu'on va déposer sur les blinis. Ça va apporter du volume et ce sera très beau. On dépose nos jolis œufs de poisson, quelques zestes de citron jaune ou vert, et pour la couleur et la fraîcheur, quelques branches d'herbe fraîche. J'ai choisi de la nette, ça se marie parfaitement avec tous les ingrédients. Quelques crac-crac de poivre et une pincée de piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. Je vous conseille d'en faire pas mal, ça va partir comme des petits pains. Est-ce que c'est pas trop mignon ces petits blinis maison? Les œufs de truite, ça fait tout de suite très classe et pour pas très cher. Et ça va faire toute la différence. Attention mesdames et messieurs, c'est l'heure de passer à table et d'envoyer le marathon. Pour la suite, on s'en va direct au pays de l'onctuosité. Une entrée très gourmande mais très fraîche et super jolie. Je peux vous promettre que vous allez entendre des autour de la table. On va se lancer sur la cuisson des œufs parfaits. N'ayez crainte si vous n'avez pas de thermoplongeur, la recette fonctionne parfaitement avec des œufs pochés. Un petit tourbillon dans de l'eau bouillante, on casse l'œuf à l'intérieur et on le laisse cuire 2 minutes. Mais si vous avez un thermoplongeur, c'est 45 minutes à 63 degrés. Pile poil le temps de préparer le reste de la recette. On va ciseler très finement une grosse botte de ciboulette, ça va apporter de la couleur et beaucoup de fraîcheur au plat. On le réserve jusqu'au dressage et on prépare l'une des stars de la recette, le comté. On retire minutieusement la croûte et on va venir le râper ou alors le couper en petits cubes comme ici. Ayez en tête que plus c'est fin, plus ce sera facile et rapide à cuire dans la crème. Et bah tiens, quand on parle du loup, dans une petite casserole, on va ajouter la crème liquide. On la cuit jusqu'à avoir un joli petit frémissement. Et à ce moment-là, on ajoute le fromage. Une généreuse dose de poivre et on mélange pour faire fondre le comté. Ne vous arrêtez pas, il ne faut surtout pas que le fromage accroche au fond de la casserole. Lorsqu'il est fondu, on peut baisser le feu, ajouter un petit verre de vin blanc et on mixe l'ensemble avec un robot plongeant. Cela va permettre de faire disparaître les derniers petits bouts de comté et d'émulsionner légèrement la crème. On peut laisser réduire quelques minutes pour être sûr d'obtenir la bonne texture et lorsqu'elle est bien crémeuse et onctueuse, on peut la passer au tamis. Cela permettra de s'assurer qu'il n'y ait pas de petits résidus. Ding dong! La cuisson des œufs est finie, on va pouvoir les sortir de leur petit bain à 63 degrés. Vous allez voir, le rendu est absolument génial. Comme on est des gros gourmands, on va se faire des jolies petites mouillettes. On retire la croûte d'un beau pain de mie que l'on va pouvoir toaster au beurre ou si vous avez la flemme, au grille-pain. Regardez-moi la cuisson de ces œufs. Le blanc et le jaune ont la même texture crémeuse, c'est super original et vraiment délicieux. On le dépose dans une jolie assiette creuse, on vient l'entourer de notre crème de comté. Un déluge de ciboulette, il faut être vraiment généreux. Notre pain de mie toasté, et voilà, c'est déjà prêt. Une entrée super régressive, avec des produits très simples, faciles à dresser, et qui, je peux vous le jurer, va en étonner plus d'un autour de la table. Cette petite crème au comté, vous m'en direz des nouvelles. Bon, l'entrée, c'est fait, mettons-nous sur le plat de résistance, auquel vous ne pourrez pas résister. Nous allons confectionner une merveilleuse ballotine de poulet. Idéale quand on est beaucoup à table, on peut la préparer en avance, et avec cette petite farce, on se croirait au pays du Père Noël. Rien que ça. Je suis sûr que vous allez craquer pour ce petit poulet, c'est parti. Et ce qui est très pratique, c'est qu'on va pouvoir le préparer en avance, le matin ou même la veille par exemple. Nous allons commencer par la farce, en hachant finement des jolis petits champignons. Je suis resté assez classique, mais faites-vous plaisir en fonction de ce que vous trouvez. Pleurote, trompette de la mort, ce sera excellent. Lorsque nos champignons sont prêts, on peut les réserver. Et on enchaîne avec 1 ou 2 échalotes en fonction de leur taille. Il va falloir les hacher finement également pour qu'elles se fondent parfaitement dans nos champignons. Donc on fait des petites incisions dans la longueur, un quart de tour et on découpe perpendiculairement. Puis on fait des mouvements de balancier avec son couteau pour que ce soit bien fin. On débarrasse avec les champignons et on va pouvoir maintenant passer en cuisson. On va verser un filet d'huile d'olive dans une poêle bien chaude. Vous pouvez également le faire avec du beurre, ce sera délicieux. Et on balance nos champignons et l'échalote en une fois dans la poêle. Le but c'est de les cuire à feu vif en mélangeant régulièrement. Si on les cuit trop lentement, on risque de faire juste sortir l'eau des champignons et ça peut se transformer rapidement en une petite bouillie. Quand on a une belle coloration et que nos champignons sont cuits, on peut les débarrasser. Sur une plaque, ce sera parfait, ils refroidiront plus rapidement. Pour le goût, mais surtout pour nous éviter de faire de la vaisselle, on va utiliser la même poêle pour faire tomber nos épinards. Alors oui, ça fait un gros monticule, mais ne vous en faites pas, ça va réduire très vite. On peut même couvrir pour accélérer un peu tout ça. On pense à bien mélanger pour s'assurer une cuisson homogène. Et surtout, comme les champignons, on ne veut pas une bouillie. On veut qu'ils soient tendres, mais qu'ils gardent quand même un peu de tenue. Une fois que c'est cuit, on débarrasse avec les champignons.
On enchaîne avec le dernier élément de notre farce, le poulet. On se munit d'une poitrine que l'on va couper grossièrement, mais pas trop gros non plus car le but c'est de la passer au mixeur. Donc si vous voulez éviter qu'il rende l'âme, rendez-lui service. Pour un max de saveur, de fraîcheur et parce que ça se marie parfaitement avec le poulet, on va ajouter de l'estragon frais. On retire minutieusement toutes les petites feuilles et on les ajoute dans le bol du mixeur. Pour garantir une meilleure tenue à la cuisson, nous allons ajouter également un œuf entier. Et ensuite, on va lui donner encore plus de goût. En râpant très finement une ou deux petites gousses d'ail. Vous pouvez la mettre entière, mais vous n'aurez pas la garantie qu'elle soit parfaitement mixée. C'est l'heure d'assaisonner avec du sel, quelques tours du poivre du moulin et ma petite touche personnelle du piment d'Espelette. Après, n'hésitez surtout pas à vous faire plaisir avec les épices que vous avez chez vous. Coriandre, cumin, graines de fenouil, on veut du goût. Et quand tous les ingrédients sont prêts, on peut mixer. Allez-y franco, on veut un rendu bien lisse. Quand on se rapproche du rendu final, on peut ajouter de la crème fraîche liquide. Ça va venir parfaitement lier le tout. N'hésitez pas à utiliser une maryse pour bien ramener la farce au centre et que tous les éléments soient bien mixés. Maryse que l'on peut utiliser pour débarrasser la farce dans une poche. Comme pour tout à l'heure, n'ayez crainte, si vous n'en avez pas, ça fonctionnera très bien avec une cuillère. On répartit bien la farce au sein de la poche. Le but c'est d'éviter les petites bulles d'air. On tasse bien le tout et nos 3 éléments de farce sont prêts. C'est l'heure de se mettre sur le dos de notre poulet. Afin que ce soit plus simple, commandez directement à votre boucher des cuisses de poulet désossées. On commence par détacher la peau, mais ne la jetez surtout pas, on va en avoir besoin. Donc une fois que c'est fait, on la garde bien de côté. On se munit ensuite de papier cuisson, on va avoir besoin de 2 feuilles de taille égale. Enfin, à peu près, vous n'êtes pas obligé de sortir votre mètre ruban. L'objectif maintenant c'est de disposer nos cuisses de poulet pour qu'elles forment un joli rectangle. Afin que ce soit plus simple à manipuler et pour former les boudins, je vous conseille d'en faire 2. On recouvre le poulet de la seconde feuille de papier cuisson et on vient le marteler avec un rouleau à pâtisserie. Alors il ne faut pas le déchiqueter non plus, l'objectif c'est d'aplatir et de répartir les chairs pour qu'elles soient toutes au même niveau. On peut s'aider d'une spatule pour avoir une forme régulière, travailler toujours avec la feuille de cuisson, ce sera plus simple. Et magie, nous avons notre beau rectangle de poulet. Il va maintenant falloir le transférer sur du papier film, mais avant, on va ajouter la peau du poulet en veillant bien à mettre l'extérieur vers le bas. On dépose ensuite notre rectangle de volaille, plus vous serez précis, plus le rendu final sera esthétique. Donc prenez votre temps, ça vaut le coup. On assaisonne la viande avec du poivre et du sel, plus les épices de votre choix si vous êtes des petits fous. Et on va maintenant répartir la farce. On commence par celle à l'estragon. C'est à ce moment-là que vous comprenez l'utilité de la poche. Mais sinon, faites comme pour les 2 autres farces, on les répartit uniformément à la cuillère. Attention, il ne faut pas trop mettre de farce. Je sais qu'on aime bien être généreux, mais sinon ce sera trop compliqué pour fermer la ballotine. Maintenant qu'on a cette belle composition, on va pouvoir refermer l'ensemble. Soyez délicat et prenez votre temps. L'idéal, c'est que les 2 extrémités se rejoignent. On serre bien la ballotine, on essaye de refermer la peau en la passant par en dessous. On pense également à bien fermer les extrémités. On referme ensuite l'ensemble avec le film plastique. On chope les 2 extrémités et on fait rouler l'ensemble délicatement entre ses doigts pour créer la ballotine. Ne serrez pas trop longtemps sinon elle va exploser et la farce sera pas très bien répartie. On fait des petits nœuds de chaque côté. Il faut qu'ils soient le plus proche possible de la viande. Et pour chasser l'air, on peut faire quelques petits trous et rouler à nouveau la ballotine. C'est très important pour la forme finale. On peut couper le film qui dépasse après le nœud. Pour sécuriser le tout à la cuisson, on va répéter l'opération avec du film alimentaire. On serre bien avec la même technique de roulage. Et cette fois-ci, pour être bien sûr que ça ne s'ouvre pas à la cuisson, on peut ajouter un peu de ficelle. C'est du boulot, mais je vous jure, vous n'avez pas envie que ça explose dans la casserole. Lorsque l'eau est bien frémissante, on peut commencer la cuisson de nos ballotines de poulet. On va les laisser cuire ainsi pendant 10 à 12 minutes. Et lorsque c'est fait, on va pouvoir les débarrasser sur une petite plaque. Si jamais vous faites la recette en avance, c'est à ce moment précis que vous pouvez le réserver au frais. En attendant, on va se mettre sur le gratin dauphinois. Je sais pas pour vous, mais moi ce plat me ramène illico presto en enfance. Alors on va le faire bien, beau et avec du goût. On commence par éplucher les pommes de terre. Bon, à cette étape, pas de secret, mis à part le fait que vous pouvez mettre les pommes de terre dans l'eau pour éviter qu'elles ne s'oxydent. On va maintenant venir assaisonner la crème entière liquide, avec évidemment beaucoup de noix de muscade. Fraîchement râpée, c'est toujours plus sympa. Ne soyez pas trop timide sur l'assaisonnement. C'est cette crème qui va venir assaisonner tout le gratin. On enchaîne avec le sel et le poivre. Et l'élément clé de notre gratin dauphinois, là où les petites gousses d'ail. Pour la quantité que je prépare aujourd'hui, je vais en mettre 2 petites. Vous pouvez ajuster en fonction de la taille de votre plat et de votre goût. Et surtout, on le râpe ou on le presse finement. On ne veut surtout pas se retrouver avec des gros bouts entre les dents.
On mélange vigoureusement pour que la crème infuse bien toutes les saveurs et on laisse reposer. Pile poil le temps pour pouvoir mandoliner nos pommes de terre. Moi j'adore les couper très finement. Cela va encore mieux absorber toute la crème et je trouve qu'en termes de texture c'est incroyable. Les pommes de terre vont fondre dans la bouche. On pense bien à faire attention avec la mandoline, ça coupe très fort ces petites choses-là. Et voilà à peu près le calibre que je recommande. C'est facultatif mais j'aime bien mettre un peu de beurre dans le fond de mon plat parce qu'avec du beurre, c'est bien plus meilleur. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir ranger les pommes de terre. Et oui, j'ai bien dit ranger. Je vous conseille de le faire étage par étage pour qu'elles soient bien réparties dans le plat. Alors avec la crème et la cuisson, elles vont bien se tasser, ne vous en faites pas. Mais comme elles sont fines, ça permettra d'avoir un très joli rendu à la découpe. Un petit peu de beurre juste histoire d'être sûr, et au four à 180 pendant 45 minutes à 1 heure. Alors là, attention, je vous propose de faire un petit jus de volaille pour notre ballotine de poulet. Ça va faire toute la différence et impressionner vos invités, j'en suis sûr. On commence donc par préparer notre garniture, céleri branche, oignons, ail, carottes. On peut les couper grossièrement, vous allez comprendre très vite par la suite. Si jamais vous avez des restes de légumes de vos autres préparations, des épluchures, du verre de poireaux par exemple, gardez-les pour les ajouter au bouillon, ça va donner encore plus de goût. Dans une cocotte bien chaude, on ajoute de l'huile de tournesol et on ajoute les os de poulet. Moi j'avais une carcasse sous la main, mais pensez à demander à votre boucher les os des cuisses de poulet de la ballotine. Ça fera parfaitement le travail. On fait colorer le tout à feu vif, on veut volontairement que ça accroche dans le fond de la casserole, et quand on a une belle coloration, on ajoute la garniture. On fait bien revenir l'ensemble quelques minutes, il faut que ça colore. Quand on commence à bien voir les sucs dans le fond de la cocotte, on déglace avec un généreux verre de vin blanc. On vient bien gratter pour décoller ces fameux sucs, c'est ce qui va donner beaucoup de goût. On laisse réduire le vin quasiment à sec, on peut ajouter le reste d'estragon de notre farce de tout à l'heure, et moi pour une version express, je vais mouiller avec du bouillon de poulet. Mais si vous avez le temps, faites-le avec de l'eau et laissez-le mijoter à feu doux pendant au moins 2 heures. Ici, on n'aura besoin que de 30 minutes environ. C'est l'heure de contrôler notre gratin. La cuisson a l'air d'être parfaite. Notre ballotine a bien pris au frais. On va pouvoir retirer le film alimentaire. N'oubliez aucune couche. Ce serait dommage de se retrouver avec un bout de film entre les dents. Et on peut la débarrasser sur une planche. Étape très importante, on va la sécher avec un essuie-tout. Avec cette astuce, vous êtes sûr d'avoir une peau bien croustillante. On les dépose sur une plaque avec du papier cuisson et un peu de beurre. Et c'est parti à 220 pendant 20 minutes. Si vous les avez laissés toute la nuit au frais, n'hésitez pas à rajouter un peu de temps de cuisson. Et on retourne sur le jus de volaille. Comme vous pouvez le voir, le liquide a bien réduit, ça permet de concentrer les saveurs. On va donc pouvoir maintenant le filtrer et le verser dans une poêle. Notre objectif à partir de maintenant, c'est de continuer la réduction. On veut un jus qui soit très nappant. Soyez patient, ça peut prendre quelques minutes. Quand il est bien sirupeux, on peut ajouter un peu de beurre froid et on mélange délicatement pour l'incorporer. Vous allez voir à vue d'œil votre jus changer et devenir de plus en plus sirupeux et nappant. Quand vous commencez à percevoir le fond de la casserole au passage de la cuillère, vous pouvez ajouter du poivre, a priori vous n'aurez pas besoin de sel, et c'est prêt. Ça tombe plutôt bien parce que nos ballotines aussi. La viande reste bien tendre mais la peau est croustillante à souhait. On les dépose sur une planche à découper, on appelle tous les invités à table et on découpe des tranches de 2 à 3 cm. Vous pouvez directement les dresser sur un plat. Si on est beaucoup à table, c'est quand même beaucoup plus simple que le dressage à l'assiette. Regardez-moi cette petite farce là. Et quand tout le monde est à table, on verse dessus un déluge de jus bien chaud. Ça donne terriblement faim, non ? Et si jamais vous êtes chaud pour faire un dressage à l'assiette, une belle tranche de gratin dauphinois, on y accole une tranche de ballotine et notre magnifique petit jus. Et alors le gratin, vous m'en direz des nouvelles. Avec le petit jus là. Est-ce que ça ne donne pas trop envie cette histoire ? Je vous connais, vous êtes sûrement en train de préparer le plateau de fromage, mais en attendant, on va s'attaquer au dessert. Une petite douceur pour faire glisser tout ça. Un retour direct en enfance avec un riz au lait très gourmand. Et pour garantir le côté régressif, je vous propose même de le garnir d'un filet de coulis de caramel au beurre salé. Ah bah j'ai dit que c'était économique, pas que c'était light, hein. Et pour finir, on s'attaque au dessert. Une petite douceur comme on les aime. Et surtout, toujours très pratique à préparer en grande quantité. On commence par ouvrir et retirer les grains d'une gousse de vanille. Et figurez-vous qu'on passe déjà en cuisson. On va verser 1 litre de lait entier dans une grande cocotte, suivi de très près d'un petit peu de crème fraîche liquide, et on enchaîne avec la star de la recette, le riz. Sélectionnez du riz rond pour cette recette, c'est très important.
Pour commencer, on peut mettre le feu assez fort, on ajoute les grains et la gousse de vanille, c'est les fêtes alors on se fait plaisir avec un bâton de cannelle, et on mélange bien tout ce petit monde pour éviter que le riz accroche. Quand les premières bulles apparaissent, on baisse le feu au minimum, et on laisse cuire tranquillement pendant une demi-heure, tout en pensant à mélanger régulièrement la préparation. Lorsque les 30 minutes sont écoulées, je retire le bâton de cannelle, j'ajoute le sucre, n'en mettez pas trop car on va avoir le coulis de caramel beurre salé, une petite pincée de sel, et on mélange. C'est maintenant reparti pour 10 minutes de cuisson, toujours à feu très doux, jusqu'à ce que l'on obtienne ce rendu bien crémeux. Et oui, n'ayez crainte, il paraît très liquide comme ça, mais c'est le secret de la réussite. Si vous le laissez trop cuire, il sera compact et ce ne sera pas agréable en bouche. De plus, on va le laisser refroidir et sa texture va se solidifier légèrement. Si vous le préparez en avance, attendez qu'il soit totalement refroidi pour le mettre au frigo. Comme on est des petits fous, on va se faire un coulis de caramel beurre salé. Pour ce faire, on va faire fondre du sucre dans une poêle. N'y touchez pas jusqu'à ce que les premières bulles apparaissent. Et quand la couche du dessous commence à brunir, vous pouvez mélanger. Cela permet de faire fondre le sucre plus rapidement et d'éviter qu'il brûle. On ajoute ensuite la crème liquide, faites-le petit à petit. Avec le choc thermique, vous risquez d'avoir un gros bonbon de caramel autour de votre fouet, mais soyez patient avec la chaleur, il va refondre. Voilà, on obtient cette texture canon après quelques minutes. À ce moment-là, on ajoute le beurre salé, et rebelote, on mélange. Cette fois-ci, n'ayez crainte, ça va bien se passer. Lorsque le beurre est parfaitement incorporé, on peut débarrasser. Mon Dieu, regardez-moi la texture de ce truc! Le plateau de fromage est fini, on attaque la dernière ligne droite. Je vous conseille de réchauffer légèrement le riz pour qu'il soit tiède. On dépose quelques cuillères dans un petit bol. Une fois n'est pas coutume, je vais utiliser une petite poche pour faire le dressage du caramel, mais ça fonctionnera très bien avec une cuillère. On se claque un petit serpentin sur notre riz au lait. Et mon petit conseil qui fait toute la différence, vous pouvez ajouter un petit peu de fleur de sel. Ça va venir craquer sous la dent et ça se mariera parfaitement avec le caramel. Ok, c'est bon, on peut allumer la cheminée, sortir les tisanes et attendre les cadeaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez envie de réaliser ce menu en famille, avec les copains ou les collègues. Comme pour les autres menus, ce qui est très chouette, c'est que vous pouvez piocher les plats de votre choix pour confectionner votre menu de rêve. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper les 2 prochains menus de fête, le 100% VG et le menu craquage. J'ai très hâte. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, ça nous donne beaucoup de force pour la suite. Je vous souhaite à tous une magnifique fin d'année. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit, ciao!